Bien le bonjour. Je me permets de vous souhaiter la bienvenue à Saint-Bernard-de-la-Colle, sachant très bien que M. le maire le ferait mieux que moi. Écoutez, on va revenir encore, et puis ça va être vrai pour une couple de jours. Hein. Nous, notre plateforme électorale va être adoptée en fin de semaine, et le premier ministre a choisi d'aller en élection en plein cœur d'été avec la volonté évidente de ne pas être confronté à son bilan. Tant qu'il contrôle le message en 3 mots, ça va bien, mais j'ai pas l'intention de lui laisser cette occasion-là. Il y a des enjeux, il y a des questions, il y a des insuccès, il y a des collaborations qui ont fonctionné dans le mandat et qu'il est important de souligner afin qu'en toute démocratie, les gens puissent se faire une opinion. J'ai le bonheur d'être avec Christine Normandin, candidate dans Saint-Jean, députée sortante de Saint-Jean, et avec Pat O'Hara, candidat dans Châteauguay-Lacolle et aspirant député de Châteauguay-Lacolle. Le premier ministre Trudeau, contre le bon sens, contre la volonté des Québécois, s'est entêté, malgré des appels très solennels que je faisais même l'avant-veille du déclenchement, là, un appel très solennel à reculer, à ne pas aller voir le gouverneur général. Le premier ministre s'y est entêté. Hier, il a eu l'air un peu moins fin dans sa décision, lorsque le premier ministre du Québec a dit, lui, qu'il suspendait ses activités de tournée pendant l'été dans le contexte et à des fins préventives, dans le contexte d'une augmentation du nombre de cas. Je rappelle que d'ailleurs, c'était aussi ce que nous faisions normalement le 16. Mes activités de tournée, malgré le grand plaisir que j'y prends, allaient être suspendues, compte tenu qu'on devait d'abord voir comment on allait réussir à contenir le variant appelé Delta. Je soupçonne que le premier ministre a procédé ainsi parce qu'il souhaitait fuir son bilan. Et pourtant, dans le cadre de la pandémie, on l'a déjà dit, il avait fondamentalement 3 responsabilités. La première, l'approvisionnement de vaccins, dont on a déjà parlé. Le deuxième, utiliser la capacité d'emprunt du Canada pour disposer de ressources nécessaires à faire face non seulement à la pandémie avec des programmes au départ conçus et déployés avec la collaboration des partis d'opposition à la Chambre des communes, mais aussi travailler à une sortie de crise. Malheureusement, cet argent-là est détourné vers des annonces à caractère électoral jusqu'à il y a quelques jours. Et l'autre responsabilité dont on parle ce matin, c'est la responsabilité des frontières. Or, le bilan du premier ministre Trudeau en matière de frontières se résume en 2 mots, confusion et retard. Dès janvier, on savait qu'allait commencer à se propager d'une façon dangereuse un virus qu'on connaissait évidemment très, très mal à ce moment-là. On parle bien de janvier 2020. Et il n'y a pas eu de mesure. Il n'y a pas eu de mesure prise au Canada avant le mois de mars. Rappelons-nous que dès la première moitié du mois de mars, le premier ministre du Québec avait demandé la fermeture des frontières. Lorsqu'il y a eu un début de mesures envisagées mais pas mises en œuvre, la mairesse de Montréal a même envoyé elle-même des gens à l'aéroport de Dorval pour sensibiliser et inciter les gens à adopter des comportements sécuritaires en matière de propagation du virus. Elle avait même dit que l'aéroport d'Orval était une passoire, et je pense qu'il n'y avait pas que l'aéroport d'Orval qui était une passoire à ce moment-là. À la mi-mars, le Bloc a déposé une série de 22 recommandations dès le début de la pandémie. 2 jours après la fermeture du Parlement, déjà, le Bloc québécois déposait une espèce de protocole de 22 recommandations. Je vous invite à aller les consulter. Il y en a quelques-unes qui font figure de prémonition, mais c'est au moins la preuve qu'il était possible de déployer et d'imaginer rapidement un ensemble de mesures cohérentes couvrant les différents aspects du risque que posait le coronavirus, par opposition à une inaction, à une hésitation qui aura duré trop longtemps de la part du gouvernement. Parmi les éléments qui sont déplorables dans la façon dont ça a été fait, les tests aux frontières, les quarantaines, les séjours en hôtel, l'absence de surveillance, la différence entre le traitement des voyageurs aériens et des voyageurs terrestres, l'inefficacité dans l'application, des gens qui ne subissaient aucune espèce de vérification à leur arrivée alors qu'un ensemble de mesures contraignantes devaient avoir été déployées, qui s'en allaient simplement chez eux, puis qui étaient eux-mêmes surpris et révélaient aux médias, écoutez, moi, on m'a rien demandé. Tant et si bien qu'éventuellement, le comité consultatif a dit qu'il valait mieux abandonner un certain nombre de mesures, parce qu'à quoi bon avoir des mesures lorsqu'on ne les applique pas, puis à quoi bon avoir des mesures aux frontières aéroportuaires, alors qu'elles ne sont pas appliquées aux frontières terrestres. On parle bien de la frontière entre les États-Unis et le Canada, qui n'est pas exactement un petit passage de peu de fréquentation. La question qu'on doit se poser maintenant,
Est-ce que c'est un refus idéologique, une résistance idéologique de la part du gouvernement de M. Trudeau à contrôler les frontières? Est-ce que c'est ça la cause du fait que des mesures qui n'auront pas été appliquées auront causé des retards dans l'exercice visant à contenir la propagation du virus? Chaque retard, chaque jour, chaque échec ayant exposé davantage de citoyens du Québec à une maladie qui se sera avérée très largement répandue et très grave. Est-ce que cette hésitation, est-ce que cette incertitude-là aura eu un prix à payer pour les citoyens du Québec et pour l'économie du Québec aussi? C'est inquiétant pour l'avenir. C'est inquiétant pour l'avenir parce qu'on sait, et la science le répète, d'une part que le présent virus va encore et évidemment être l'objet d'un nombre significatif de mutations. Plus un virus est en circulation, plus il y a de porteurs, plus la probabilité d'apparition de nouvelles mutations, qu'on appelle les variants, est élevée. Est-ce qu'on doit vraiment considérer de laisser, permettez-moi de reprendre l'expression d'une autre époque, le premier ministre Trudeau avec seul les deux mains sur le volant, compte tenu de l'inaction à laquelle il s'abandonnait lorsqu'il n'était pas contraint de passer à l'action? Le Bloc québécois proposera dans les prochaines semaines un protocole de gestion d'éventuelles menaces pandémiques de ce genre, que ce soit dans le cadre de la pandémie actuelle, dont on ne sait pas, on va se dire, on ne sait pas quand est-ce qu'on va en sortir, puis même s'il y a des améliorations sur le territoire québécois ou le territoire canadien, il y a encore beaucoup d'endroits dans le monde où le contrôle est loin d'être exercé sur la présente pandémie. Un protocole qui offrira clarté, prévisibilité, rapidité et aussi souplesse, parce que la nature des défis auxquels on sera confronté reste encore passablement incertaine. Et encore une fois, je vous invite, à titre d'exemple, à consulter les 22 recommandations que j'avais eu le privilège de présenter dès le mois de mars 2020, dont certaines ont été appliquées, dont plusieurs n'ont pas été appliquées et dont plusieurs se seraient avérées hautement pertinentes dans leur mise en œuvre pour lutter contre la pandémie à laquelle on est encore confronté aujourd'hui. Merci. Alors, nous allons débuter la période des questions. Un petit rappel, une question suivie par journaliste. Nous allons débuter avec la période des questions en présence, suivie dans mode virtuel. La première question, Sébastien Desrosiers, Radio-Canada. Bonjour, M. Blanchet. Bonjour. Le major général Danny Fortin a été formellement accusé d'agression sexuelle. C'était bien sûr le responsable de l'opération de distribution de vaccins au Canada. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, du choix du gouvernement libéral pour mener cette campagne et de façon plus générale sur les inconduites sexuelles dans les Forces armées canadiennes? En fait, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a une partie de l'affaire qui est prise en charge par le système judiciaire. Et c'est vrai aussi dans le cas de cet officier qui veut entreprendre ses propres poursuites. Quand quelqu'un s'en remet au système de justice, on doit s'incliner à cet égard-là. Maintenant, la question demeurera entière par rapport à la connaissance que le gouvernement avait de telles possibles accusations à l'endroit de cet officier-là auparavant, et ça, bien évidemment, ça reste éminemment politique. La démonstration a été faite et demeure faite qu'au sein des Forces armées canadiennes, pendant longtemps, il y a eu une espèce de terrible aveuglement par rapport à un nombre qui apparaît très élevé de comportements très, très, très inappropriés. Et le fait qu'il y ait un processus judiciaire dans le cas présent ne libérera pas le gouvernement de devoir rendre des comptes. Je m'étonne encore que le ministre responsable des Forces armées canadiennes soit demeuré en poste jusqu'à la dissolution du Parlement. Et puis, deuxième question, je suppose que vous avez suivi la soirée électorale en Nouvelle-Écosse hier, du moins du coin de l'œil. Qu'est-ce que vous lisez dans les résultats? Donc, un gouvernement libéral a été défait dans ce cas-là, battu par des conservateurs. Certains conservateurs au niveau national semblent y voir une victoire. Qu'est-ce que vous lisez dans ces résultats? C'est assez difficile de voir dans les résultats d'une élection dans une province un rayonnement de la dynamique de l'ensemble du Canada. La Nouvelle-Écosse a quand même peu à voir avec les Prairies, le Québec ou la Colombie-Britannique. Maintenant, il reste que dans des provinces maritimes où les libéraux semblaient seuls rois et maîtres, il pourrait y avoir là un appel à la prudence pour les libéraux et une suggestion à l'effet qu'ils
qu'ils font preuve d'imprudence en se lançant en élection maintenant. Nous allons procéder à la prochaine question. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour, M. Blanchette. Concernant les frontières, j'ai ici le bilan que vous avez dressé. Là. Vous avez parlé donc les premiers cas de COVID signalés en janvier. Et la deuxième phrase dit « La première vague a ensuite rapidement balayé le Québec et tué des milliers de Québécois en quelques semaines ». J'aimerais bien comprendre où vous voulez en venir, parce que là, il y a comme une association de deux idées. Est-ce que la lenteur du fédéral a causé plus de morts au Québec, selon vous? Vous aurez remarqué, même dans ma présentation un peu plus tôt, que je m'abstiens. Je m'abstiens toujours de créer une causalité directe entre les choix du gouvernement et des décès. Je considère qu'il y a une espèce de pudeur à garder avant d'accuser quelqu'un d'être responsable de la mort de quelqu'un d'autre. Je ne vais pas là. Je n'irai pas là. Mais il est évident, en matière de gros bon sens comme en matière de science, que les mesures de protection de toute espèce de nature, à l'époque, on était dans les équipements, puis dans le nettoyage des surfaces, puis dans le contrôle des frontières, puis aérien versus terrestre, puis la recherche. Dans nos 22 demandes, il y avait déjà, dès mars 2020, une accélération du processus de recherche sur le territoire ici. Il faudra 7 mois avant que Medicago ait un financement digne de ce nom. Je suis prudent sur des raccourcis qui, dans le contexte d'une campagne électorale, manqueraient d'une certaine pudeur. Mais il est très clair que la santé du public aurait profité d'interventions mieux structurées et plus rapides. Et vous avez fait tout à l'heure allusion à un protocole que vous voulez présenter. Bon, il va falloir expliquer d'abord, vous ne pouvez peut-être pas aller dans le détail des mesures, mais à quoi ça ressemble un protocole pour les gens, à quoi ça peut servir comme guide pour le gouvernement. Puis, ça m'étonne que vous ne fassiez aucune référence à un des credos de votre parti, qui est la souveraineté et le contrôle des frontières. Est-ce qu'il y a une raison de cacher ainsi la souveraineté ou... Je présume que même si on ne s'est pas fréquenté beaucoup, vous savez que je suis très peu porté à cacher ma préférence marquée pour le fait que le Québec devrait disposer de l'entièreté des pouvoirs dans toute espèce de juridiction et ne s'en porterait que mieux. C'est ce que j'appelle les attributs de la souveraineté. Et bien sûr, vu à la pièce, ça a été demandé à de nombreuses reprises, augmenter les pouvoirs de Québec en matière de contrôle de qui entre et circule sur le territoire. En matière d'immigration, augmentation des pouvoirs du Québec en matière d'immigration. C'était la première des 7 demandes du premier ministre du Québec lors de la dernière campagne électorale, d'ailleurs. Demande qu'on a endossées toutes les 7 et dont aucune des 7 n'a été réalisée. Donc, et là où on est, on pourrait parler d'un certain nombre de choses aussi. On aurait pu aborder le chemin Roxham, on aurait pu... Et d'ailleurs, dans les 22 recommandations, il y avait celle d'invoquer ou de suspendre l'entente entre tiers pays sûrs pour être capable de fermer de façon légitime les points d'entrée irréguliers. Même ça, ça a été une bataille de haute lutte à mener avec le gouvernement fédéral. Mais concernant le protocole, expliquez donc... OK, protocole, je vous réfère aux 22 recommandations qu'on avait faites au mois de mars, 15 mars 2020. Il y a là-dedans un peu l'esprit. Un protocole, c'est un ensemble de mesures connues au préalable, permettant aux autorités compétentes et aux exécutants des autorités compétentes de mettre en place beaucoup plus rapidement les mesures nécessaires. Donc, lorsque se présente une menace d'épidémie ou de pandémie, l'ensemble des mesures sanitaires aux frontières, sur le territoire, la liberté de circulation versus des contraintes jugées raisonnables, le dépistage, l'adaptation du système de santé, le déploiement de la recherche, le déploiement de la fabrication de vaccins ou de médicaments, le cas échéant, tout ça doit être l'objet d'un mécanisme préétabli, efficace, rapide, prévisible, faisant en sorte que les autorités sont capables d'intervenir. Un peu comme la sécurité publique, dans à peu près toutes les municipalités du Québec, a ce genre de protocole-là, mais là, on parle de quelque chose de beaucoup plus large à l'échelle nationale, dans le cas de ce qui pourrait être une déclinaison de la présente pandémie ou dans le cas de ce qui pourrait en être éventuellement une autre. Nous allons procéder à la prochaine question de Rafi de CBC. Bonjour, Monsieur Blanchet. Can you speak to us a little bit about what is in this protocol you're going to present, and also who did you consult to come up with it? Actually, a protocol is a measure or a series of measures that are prepared in anticipation of a possible crisis. It might touch healthcare, research, limitation at the borders, limitation in the circulation of some people,
resources to protect and control the diffusion of a virus. And instead of terribly sad improvisation as we have seen in the last year and a half, resources and procedures that have to be implemented, that would have to be implemented, was such a crisis to come again, or another part of the present crisis was to come again, people would know what to do before. And it would not be submitted to, political games and delays. It would be clear, fast, efficient, and it would require to be adaptable to different situations. And I know you just told my colleague you don't tend to be a very shy person, but it's also true I haven't heard you speak a lot about sovereignty on this campaign so far. When you're advocating for Quebec's further controls on its own borders, aren't you pretty much talking about sovereignty at this point, and why not just be more open about that? It is quite clear that there is absolutely no issue, no topic, no jurisdiction which I believe Quebec should not hold. That is sovereignty. We are at the beginning of a campaign, and it will be true for everything that we will discuss during this campaign. Actually, if I was to answer each and every of your question by answering that, you would say that's not good enough, because so far, Quebec is not a country. It will come. In the meantime, we have to adapt. We have to promote better ideas. We have to support initiatives from the Assemblée nationale du Québec in order to do what is best for our people. But never, never doubt the fact that there is no jurisdiction which would not be better managed by a government which would be our own and our own alone. Nous allons maintenant procéder à la période des questions en mode virtuel. Opératrice, à vous la parole. Nous allons débuter avec Raymond Fillon de TVA. Merci. Bonjour, M. Blanchet. Au sujet de la vaccination, j'aimerais revenir là-dessus aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'assurance que tous vos candidats, candidates et membres du personnel sont pleinement vaccinés? Et est-ce que c'est une exigence pour le Bloc? En fait, j'inverserai la proposition. C'est une exigence pour le Bloc et au meilleur de ma connaissance, tout le monde chez nous est doublement vacciné. Est-ce que vous avez demandé des preuves de ça? Moi, personnellement, non. Il y a des gens dans l'équipe qui s'assurent d'encadrer ça, oui. Enfin, merci. Nous allons poursuivre avec Vincent Gosselin de CKAJ 92.5. Oui, bonjour, Monsieur Blanchet. J'aimerais faire la lumière sur les critères auxquels doit répondre un député sortant pour se représenter. On parle d'avoir un exécutif fonctionnel, d'avoir atteint un financement de 19 000 $, de ne pas avoir de dette et 350 membres en règle. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces critères-là sont en place? À quoi servent-ils? Les critères servent... En fait, il y a une correction. Hein. Ce n'est pas un critère général. Les objectifs sont établis pour chacune des circonscriptions différemment en fonction des résultats des dernières années. Le reste, vous avez effectivement les bons critères. Ça sert à faire en sorte, d'abord, comme dans toutes les formations politiques, que le parti soit équipé pour faire face à une élection ou l'ensemble de ses mandats, pardon, et que ce soit équitable pour l'ensemble des gens qui sont impliqués ou candidats à l'intérieur d'une formation politique. Je présume que c'est la même chose partout. OK, diriez-vous que l'exécutif de Terrebonne était non fonctionnel ou il y avait d'autres raisons qui n'ont pas encore été dites jusqu'à maintenant pour justifier l'exclusion de Michel Boudria? Pouvez-vous faire le point là-dessus clairement, s'il vous plaît? Il n'y avait pas eu d'exécutif dans cette circonscription-là depuis 2 ans. Il n'y avait pas eu d'assemblée générale pour former un exécutif depuis 2 ans. Merci, ça sera tout pour le mode virtuel. Ceci met fin à la conférence de presse. Merci à tous et à toutes pour Merci votre beaucoup. présence.